J'appelle maintenant M. Vuille à venir faire cette présentation qui va introduire la table ronde que nous aurons tout à l'heure. Bonsoir, bonjour. Désolé, je suis celui qui a interrompu le film, c'est déjà mal parti. Mais vu que c'était à l'ordre du jour, je vais vous présenter le projet Swiss Energy Scope. Vous verrez que de manière intéressante, tout ce qu'on a vu dans le film, qu'on n'a pas eu le temps de terminer sur l'Allemagne, à peu près tout ce qu'on a entendu, toutes les problématiques qu'on a entendues de cette transition énergétique, tous les défis que l'Allemagne doit relever aujourd'hui, vont pour la plupart s'appliquer à la Suisse également. Comprendre pour choisir, c'est le leitmotiv de cette plateforme Swiss Energy Scope. Qu'est-ce que Swiss Energy Scope? C'est une plateforme d'information et de sensibilisation au grand public, aux politiciens, à tous ceux qui seront amenés à prendre des décisions, que ce soit lors de votations parlementaires ou lors de votations publiques auxquelles nous aurons certainement devoir participer ces prochaines années. Cette plateforme donc est une plateforme d'information pour le grand public qui présente 3 volets. Le cœur, et c'est ce que je vais vous présenter juste après, c'est un calculateur énergétique qui vous permet de construire vos propres scénarios d'énergie, de tester finalement vos convictions, de tester les convictions d'autres, des scénarios, des convictions de politiciens et de permettre de voir si ce qu'on vous raconte est vrai ou pas. La plateforme contient également un gros volet qui est 100 questions et réponses, 100 questions simples que se posent le citoyen et 100 réponses claires et concises à ces questions, qui reprennent un grand nombre des thèmes qui ont été évoqués dans le petit film tout à l'heure. En troisième lieu, nous sommes en train de développer un cours pour tous, ou un MOOC, comme on dit dans le jargon actuel, un méga online open course, sur la transition énergétique, de nouveau pour le grand public. J'aimerais focaliser cette courte présentation sur le calculateur d'énergie. Il se présente comme ça. Est-ce qu'on peut un tout petit peu allumer la salle? Parce que j'ai l'impression d'être au théâtre. Je vois personne. S'il y a le SAV qui m'entend. Ah voilà, les gens apparaissent. Bonsoir. Quand vous entrez sur le calculateur, vous voyez la situation énergétique de la Suisse aujourd'hui, qui consomme donc à peu près 300 gigawattheures d'énergie. Ce calculateur vous permet en premier lieu de visualiser la situation énergétique de la Suisse aujourd'hui. Elle vous le permet de manière annuelle, mais elle vous le permet également de manière saisonnière, ce qui est très important pour un pays comme la Suisse, qui a une grosse différence de consommation énergétique et particulièrement électrique également, entre l'hiver et l'été. Donc beaucoup de calculateurs qui existent aujourd'hui sont des calculateurs qui ont été développés sur une base saisonnière. Si vous prenez des décisions politiques ou toute forme de décision que vous allez prendre sur une base uniquement saisonnière, vous risquez de faire des choix extrêmement erronés. Donc il est essentiel qu'un tel calculateur puisse avoir une résolution saisonnière. En deuxième lieu, ce calculateur vous permet également de visualiser des scénarios du futur que vous pouvez choisir ici. Nous avons pré-enregistré une série de scénarios de l'Office fédéral d'énergie. Prenons par exemple un scénario pour 2035 et vous voyez que 2035 vient se mettre à côté du scénario de la situation actuelle 2011. Si vous voulez voir que 2035 pour un peu plus de visibilité, vous pouvez simplement faire disparaître 2011 et voir la situation 2035 uniquement. Ça, c'était pour l'énergie totale. On peut aussi le voir pour l'électricité. L'électricité, c'est un défi particulier pour la Suisse qui produit une grande part, contrairement au carburant et au combustible que nous importons en quasi-totalité, nous produisons une grande partie de notre électricité en Suisse. Avec la sortie du nucléaire, il va falloir remplacer 40% de notre approvisionnement électrique. Et donc, il est très important de pouvoir visualiser la problématique électrique à part entière. Vous avez ici donc la production, qui sont les barres, en fonction des différents types de centrales de production. Et en noir, vous avez la consommation.
Maintenant, la troisième chose que vous permet de faire ce calculateur, c'est de jouer et de créer vos propres scénarios. C'est bien de visualiser ce que d'autres proposent, mais peut-être que vous souhaiteriez voir si d'autres choix n'étaient pas plus pertinents. Prenons par exemple ici, vous voyez que ce scénario 2035 est basé essentiellement sur un remplacement du nucléaire par des centrales à gaz, qu'on voit ici en orange. Si vous souhaitez par exemple passer les centrales à gaz, vous pouvez simplement aller voir les paramètres d'input qui sont dans ce scénario, et vous avez ici sous 6 catégories tous les paramètres d'input présents de manière complètement transparente. Donc si vous souhaitez par exemple voir ce qui se passe en supprimant les centrales à gaz, vous allez sous électricité, non renouvelable puisqu'il s'agit de centrales à gaz. Le nucléaire est déjà à 0 en 2035, les dernières centrales devraient être arrêtées en 2034 normalement, Leimstadt. Et voilà les centrales à gaz que je peux simplement, à l'aide d'un curseur, déplacer à 0. Évidemment, l'impact, c'est que les centrales à gaz, toute la production d'électricité par du gaz disparaît. Ce qui veut dire que vous avez maintenant un gros gap de production entre la demande et votre production nationale. Étape suivante, vous pouvez vous dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour remplir ce gap sans importer? Pour l'instant, si vous n'êtes pas capable de produire localement, on va l'importer. Alors voyons s'il n'y a pas par exemple une solution au niveau du photovoltaïque. Dans ce scénario, on voit que le photovoltaïque qui a un potentiel théorique de 24 gigawatts, ici on en a installé que 2,5 à l'horizon 2035. Donc on pourrait se dire, soyons un peu plus ambitieux sur notre photovoltaïque national, et admettons que je vais en mettre quelque chose comme 18 gigawatts à l'horizon 2035. Si vous pensez que c'est une solution réaliste. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, on va produire énormément de photovoltaïque en été, mais évidemment on ne produit pas beaucoup en hiver. Donc vous avez réussi à combler votre vide estival. Par contre, vous avez toujours ici un gros gap entre la production en hiver et la demande d'électricité en hiver. Une solution serait de se dire, mais on en parle beaucoup, est-ce qu'on pourrait stocker ce surplus d'électricité en été plutôt que de l'exporter? On pourrait le stocker via le pompage-turbinage. On utilise nos barrages pour stocker cette électricité dans de l'eau qu'on pompe en altitude et qu'on pourrait returbiner en hiver. Alors, le calculateur vous permet de faire ce test. Vous avez ici un curseur qui s'appelle stockage saisonnier. Pardon, j'aurais dû le mettre en français dès le départ. Il est en 3 langues, français, allemand, anglais. Je vais rester en anglais pour l'instant. Stockage saisonnier, seasonal storage, que je peux mettre au maximum, et vous verrez que l'impact va être de transférer ici ce que nous avions comme demande excédentaire est maintenant transféré alors sur la période automnale. Il me reste encore un peu de défi ici. Après, on peut jouer avec l'anti-curseur. Et on voit qu'en rajoutant de l'éolien, j'arrive finalement à combler mon déficit électrique. Évidemment, plus vous mettez l'éolien, plus vous mettez de stockage saisonnier, tout ça représente un coût. Donc cet outil n'est pas simplement destiné à vous montrer qu'est-ce qui est techniquement possible, mais aussi vous montrer les implications. Et les implications sont présentées en termes de 6 indicateurs que vous voyez ici. Ce sont les 6 onglets en dessus du graphe ici. Je vous ai montré les implications en termes énergétiques, en termes d'électricité. Vous avez aussi la part de renouvelable dans votre mix énergétique. Vous avez l'impact en termes d'émissions de CO2. Là, c'est peut-être pertinent de parler d'émissions de CO2 en termes annuels plutôt que saisonniers. Donc revenons sur une granularité saisonnière. Et vous voyez, dans ce scénario, dans lequel j'ai injecté beaucoup d'éolien et de photovoltaïque, quelles seront les émissions de CO2 en 2035. Si je souhaite maintenant comparer avec 2011, je peux faire réapparaître 2011 que j'avais caché tout à l'heure, et je vois que nous avons, dans ce scénario, la possibilité de réduire de manière significative nos émissions de CO2. On va également réduire massivement notre impact en termes de déchets, essentiellement avec la disparition du nucléaire. Les déchets on ne produira plus de déchets nucléaires à cet horizon. Donc notre impact en termes de déchets sera nettement plus faible. Évidemment, il faut discuter des coûts également.
Et donc, un des indicateurs très importants est le coût de cette transition énergétique annualisé à partir de 2011. Tous les investissements nécessaires sont annualisés jusqu'en 2035. Et de manière très intéressante, le calculateur donne aussi la possibilité de comparer les 6 indicateurs ensemble. Ainsi, pour chaque choix, vous pouvez le voir, là de nouveau, je me permets de faire disparaître 2011 pour plus de lisibilité. Vous voyez que l'impact de, par exemple, je vous renlève le solaire ici, je viens de mettre le solaire à 0, eh bien, on va devoir importer ici, et puis, par contre, si je le remets au maximum, là, je rediminue mes déchets et mon CO2. Donc, vous avez la possibilité de visualiser l'impact de tous vos choix énergétiques de manière simultanée sur les 6 indicateurs. Si maintenant vous pensez avoir trouvé le scénario qui va sauver le monde, enfin en tout cas la Suisse, et que vous êtes convaincu de ce bien fondé, le calculateur vous offre la possibilité de sauver votre scénario, lui donner un nom pour le visualiser plus tard, le charger, voire le partager directement avec d'autres, l'envoyer directement à Madame de Quattro si vous souhaitez qu'elle mette ce scénario particulier en avant dans sa politique énergétique. Voilà, je vous remercie. J'en ai peut-être le temps pour quelques questions. Je ne sais pas où est le maître de cérémonie. Il n'y a pas de maître de cérémonie, parfait. Donc j'ouvre la discussion aux questions, soit sur la transition énergétique de manière particulière globale, soit sur l'utilisation possible de ce calculateur, qui sera en ligne dès la fin janvier. Nous sommes en phase de validation actuellement. Floor is yours. Oui. Alors, est-ce qu'on a des micros qui circulent? J'essaierai de parler suffisamment fort. Volontiers. Est-ce qu'on peut rallumer un peu la lumière, s'il vous plaît? Le global est intéressant. Maintenant, le final, c'est le coût kilowattheure. Va avoir qui, en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'industriel, a son importance. Est-ce que vous compris intégré? Alors, le coût du kilowattheure est implicitement intégré dans le coût de la transition énergétique. C'est le coût que représente pour la société l'ensemble des investissements, que ce soit CAPEX ou OPEX. Donc, on a l'ensemble est intégré. On peut difficilement donner un coût de kilowattheure, parce qu'un kilowattheure électrique, ou un kilowattheure chaleur, ou un kilowattheure carburant n'a pas la même fonction énergétique. Donc, on ne peut pas donner un coût du kilowattheure qui correspondrait à chaque transition énergétique. Ça n'aurait pas de sens en soi. On pourrait le faire de manière sectorielle. Ça, c'est une possibilité. Mais l'intérêt est vraiment de pouvoir comparer les scénarios en termes de coût total. Si on voulait parler de prix ou de coût de kilowattheure, il faudrait redescendre au niveau de chaque technologie. Toutes les hypothèses sur ces kilowattheures pour chaque technologie sont visibles, et sur l'évolution des technologies, vous avez un wiki très détaillé. Donc c'est un outil qui se veut aussi transparent que possible. Donc chaque information, chaque input qui est utilisé dans le calculateur est visible dans un wiki qui vous détaille l'entier des hypothèses qui ont été prises. Et donc on pourrait nous-mêmes faire l'extraction et l'extrapolation d'un prix futur du kilowattheure. Oui, ou utiliser celui qu'on vous fournit, pour dire pour calculer ce coût, nous avons pour l'éolien un coût de tant de kilowattheures aujourd'hui et en 2050, compte tenu de l'évolution de la technologie que nous avons pris en compte. Encore une question pendant que la suite se met en place. Oui? Est-ce que dans votre calculateur, on peut intégrer des paramètres qui concernent la demande? Là, vous êtes sur l'offre. Alors, je vous ai montré, ici sur la gauche, je referme l'onglet électricité, vous avez 6 catégories de paramètres. En général, on peut jouer, par exemple, avec la population. Actuellement, dans le contexte politique actuel, c'est très dangereux. Hein. Mais évidemment, si on réduit la population, on va réduire la consommation énergétique. Si j'augmente la croissance économique, au lieu d'avoir 1%, qui est ce sur quoi table économie suisse, je mets 3% de croissance, évidemment, ça va exploser notre demande énergétique. Eco-friendly behavior, nous avons
toute une série de paramètres sur l'efficacité énergétique dans tous les secteurs d'activité, toute une série de paramètres sur les transports, donc là on est toujours dans la demande, et toute une série de paramètres sur la façon de se chauffer, soit en chauffage simple, soit en chauffage cogénération, soit en chauffage centralisé, soit en chauffage décentralisé. Donc oui, il y a une quarantaine de paramètres à disposition qui impactent sur la demande. Et si vous reprenez, par exemple, si je reviens sur l'énergie, et puis que je remets ceci, voilà, là on a, si je joue par exemple avec les transports et je mets 100% de transport public, ça va réduire un petit peu. Si je vous mets par contre, qu'est-ce qui va pouvoir fortement... Voilà, si je mets beaucoup d'efficacité ou peu d'efficacité, vous allez pouvoir effectivement jouer avec la demande. Si je mets une très mauvaise efficacité dans le secteur de l'industrie, ça va m'augmenter évidemment ma demande. Si je mets une très mauvaise efficacité dans nos appareils électriques, ça va également augmenter ma demande. Si j'ai une très mauvaise efficacité dans tout ce qui est l'éclairage, ça va également augmenter ma demande. Donc, la réponse est oui. Daniel, vous êtes en place? C'est bon. Très bien. Alors, je te cède la parole et je vous remercie pour votre attention. Bonne suite de soirée. Voilà, maintenant nous allons passer la parole à M. Veilla qui va présenter nos panélistes dans cette table ronde sur la stratégie énergétique. Merci. Bonsoir d'abord. Donc, je suis Pierre Vière, rédacteur en chef du Temps, et je vais animer cette table ronde qui va durer en principe 1 heure. Nous allons réserver une partie de cette table ronde à vos questions, mais nous allons d'abord examiner un peu la question qui est posée par cette table ronde sur la stratégie énergétique de la Suisse, les conditions de cette transition, les chances de cette transition, mais aussi les difficultés de cette transition, les problèmes de coût, les problèmes de rythme, les problèmes de réseau. Vous verrez qu'il y a toute une série de questions qui se posent lorsqu'un système énergétique tel qu'on le connaît est en train de changer sous l'effet à la fois de la réglementation, mais aussi sous l'effet d'une variable qui est toujours très importante, qui est la technologie et les choix politiques. Mais je vais me tourner tout d'abord vers Madame de Quattro. Vous êtes conseillère d'État, vous êtes la ministre de l'énergie vaudoise, bien connue évidemment ici en terre vaudoise, mais au niveau national également. Et vous êtes en charge de mener, de conduire la politique énergétique pour le canton de Vaud dans le cadre des changements fédéraux. Comment vous abordez cette transition énergétique? Est-ce que c'est pour vous une chance, une opportunité? Quelles sont un peu vos priorités? Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs. D'abord un grand merci pour l'invitation. Pour vous répondre directement, c'est un très grand défi. C'est des belles opportunités aussi, mais des difficultés importantes parce que nous sommes dans un domaine en pleine mutation où nous avons des marges de manœuvre relativement restreintes parce que nous sommes dans un contexte qui n'est pas seulement cantonal, bien sûr, même pas national, mais international. Alors la première chose, évidemment, le déclencheur des réflexions, même si elles étaient menées depuis un certain temps pour sortir du nucléaire, c'était Fukushima, c'était la décision du Conseil fédéral de sortir du nucléaire. Ce nous a tous secoués, je pense très bénéfiquement. Concrètement pour les cantons, ça veut dire quoi? Que jusqu'à présent, nous pouvions nous contenter de nous approvisionner un peu anonymement, c'est-à-dire que chaque fois que vous appuyez sur un bouton, ça fonctionne, ça chauffe, tout fonctionne, l'électricité arrive et vous ne posez pas trop la question de savoir d'où ça vient. Et puis le nucléaire, dont dépend quand même le canton de Vaud à raison de 25 à 30%, eh bien celui-là, à terme, il va disparaître. Alors comment fait-on au niveau du canton pour suppléer à ce manque 25% d'électricité qu'on n'aura plus des centrales? Alors il y a deux manières de faire. Soit on est attentiste, on se dit on est trop petit, on n'est qu'un canton, on n'est à même pas 800 000 habitants, on ne va rien changer, on ne va pas pouvoir influencer la politique électrique au niveau européen et encore moins au niveau mondial. Donc on attend de voir ce qui est bien, on suivra les autres peut-être, et en attendant on continue à s'approvisionner, non probablement, avec du charbon allemand ou encore du nucléaire français. Ou alors on s'est dit on veut participer à cette évolution. On veut être un acteur, on veut même être un pionnier plutôt que de subir ces changements. C'est la voie qu'a choisi le canton, se lançant dans deux axes principaux. D'abord,
La promotion des énergies renouvelables, nous en avons beaucoup dans notre canton. Nous avons un canton riche en vent, c'est même le plus venteux de Suisse. Nous avons le photovoltaïque, nous avons la géothermie, bien entendu l'hydraulique, mais aussi la biomasse et d'autres sources d'énergie extrêmement intéressantes. Nous allons donc les promouvoir et puis nous allons aussi économiser, ou plus exactement, consommer mieux. C'est-à-dire nous concentrer sur l'efficience énergétique. Nous avons donc révisé la loi sur l'énergie en introduisant des challenges assez importants. Par exemple, chaque nouvelle maison doit produire 20% de sa consommation d'énergie, soit par du photovoltaïque, soit par d'autres moyens. Il y a des certificats énergétiques qui sont introduits pour qu'on sache en achetant un immeuble quelle est sa consommation d'énergie. Ça permet aussi d'orienter le marché. Et des subventions jusqu'à 100 millions, une décision quand même assez conséquente du Conseil d'État pour soutenir les projets de recherche, notamment en matière de stockage, en collaboration avec les PFL notamment, mais aussi avec l'université et les hautes écoles de ce canton, et puis la promotion de l'amélioration de l'efficience énergétique du bâtiment ou encore du photovoltaïque. C'est quelques exemples d'actions du canton de Vaud qui se veut volontaire. D'accord. Monsieur Pidot, alors comment une ville importante de Suisse romande, la première ville du canton de Vaud, évidemment, Lausanne, se positionne? Parce que souvent, on peut dire que les changements sont les plus rapides ont été dans les villes. Alors effectivement, je pense que les villes posent un problème particulier et ont des problèmes particuliers et ont des solutions qui sont probablement des solutions caractéristiquement urbaines. Les villes sont soumises à toute une série de défis et de questions qui se posent en même temps. La question de l'aménagement urbain, la question du logement, la question donc de la densification, toutes les questions, disons, qu'on place sous l'étiquette urbanisme. Ces questions doivent évidemment être aussi liées aux questions de la mobilité, et les axes de mobilité sont extrêmement importants dans les villes, et évidemment, on tombe, lorsqu'on parle de mobilité, sur le problème selon lequel les villes ne sont pas un périmètre suffisant pour traiter de ces questions. Donc, il y a aussi toute une problématique institutionnelle qui se pose, qui se décrit en termes d'agglomération. Ces questions urbanistiques, institutionnelles et liées à des infrastructures viennent se coupler avec les thématiques énergétiques. Et on voit bien que les questions urbanistiques, maintenant, trouvent une sorte de traduction énergétique avec la notion d'écoquartiers, des quartiers à haute valeur environnementale, des quartiers avec des maisons passives, qui supposent effectivement toute une série de décisions en termes de logement et en termes de mobilité aussi. Alors Lausanne est évidemment très active dans cette perspective-là. La municipalité avec l'accord du conseil communal et aussi, heureusement, avec l'accord du peuple, puisqu'il s'est prononcé à quelques reprises là-dessus, on a lancé un projet qu'on appelle Métamorphose, donc probablement un peu ambitieux, mais enfin qui va dans ce sens d'une politique coordonnée de mobilité, d'infrastructure et de développement aussi de la participation. À côté de ça, plus caractéristiquement dans le domaine énergétique, alors nous sommes soumis à la loi cantonale, qui est très bonne, n'est-ce pas? Et qui demande en particulier aux communes de développer des concepts énergétiques. Les concepts énergétiques peuvent trouver une forme de traduction dans des labels, par exemple Cité de l'énergie. Lausanne est détentrice de ce label, et ça montre qu'on arrive à coordonner toutes ces thématiques, tous ces périmètres d'action. Ce qui veut dire, en termes de communes, on va penser non seulement le domaine de l'approvisionnement en énergie, que ce soit en électricité et en chaleur, mais aussi la question de la distribution de cette énergie et la question de la diminution de la consommation. Et ça veut dire, en particulier, dans un contexte urbain, l'assainissement des bâtiments. Et évidemment, c'est une problématique extrêmement importante. Il ne suffit pas de construire quelques dizaines d'immeubles passifs dans un quartier écologique. Il faut aussi penser aux 99% restants du parc immobilier qu'il s'agit d'assainir progressivement. Et puis alors, je dirais qu'à Lausanne, il y a ce souci, et il y a le fait que les services industriels sont un acteur énergétique eux-mêmes. C'est une particularité lausannoise, enfin ça n'existe plus tellement ailleurs,
les services industriels de Lausanne sont intégrés dans l'administration communale et donc sont chargés de l'approvisionnement et d'investissement dans les nouvelles énergies renouvelables. Et ils sont aussi chargés, c'est ça la petite schizophrénie qui rend mon métier intéressant, ils sont chargés à la fois d'amener quelques dizaines de millions de francs chaque année en termes d'excédent de revenus et donc de complément à la fiscalité que la ville peut percevoir. Donc les SI se doivent d'être bénéficiaires. En même temps, les services industriels se doivent d'encourager les citoyens consommateurs à ne pas utiliser trop d'énergie, c'est-à-dire à ne pas acheter ce que nous sommes en train de leur vendre. Et dans ce sens-là, évidemment, il y a un petit risque que notre marge bénéficiaire diminue pour des excellentes raisons politiques et qui ont des conséquences financières peut-être un tout petit peu moins réjouissantes. Voilà, disons, c'est dans cette grande logique, bien sûr que du point de vue d'une ville et d'une commune, ce qui est le plus important, c'est de concevoir la politique énergétique de façon multidimensionnelle. Merci, M. Pitou. M. Alain Hurec, Pierre-Alain Hurec, vous dirigez Romande Énergie, vous êtes un acteur très important de la production, de la distribution dans le canton de Vaud, et vous avez investi aussi dans les nouvelles énergies. Comment vous abordez cette nouvelle phase de la politique énergétique? Pour vous, quels seront les principaux défis et quelles sont vos principales interrogations? Alors, comme entrepreneur, c'est clair qu'on prend ce défi énergétique plutôt comme une opportunité, parce que quand un vent souffle dans une direction, ça ne sert à rien de s'y opposer, il faut plutôt y aller avec. Ça, c'est ma position personnelle. Mais avant de donner ce que pense Romande Énergie et ce qu'elle fait, il faut quand même voir des faits qui sont réels, même si c'est un défi extraordinaire, un challenge extraordinaire, cette transition énergétique. On parle quand même aujourd'hui de remplacer 40% de la production nucléaire en Suisse, qui représente 23-24 TWh, sur une production d'un peu plus de 60 TWh, par rapport à une consommation qui est plus ou moins équivalente, même si on produit plus en été que l'on consomme, d'où les exportations, et puis on n'a pas assez d'électricité en hiver, d'où la nécessité de devoir importer de l'électricité de l'étranger. La transition énergétique, ça signifie quand même remplacer 23 TWh de nucléaire par 23 TWh de nouvelles énergies renouvelables, et en même temps, face à l'augmentation de la consommation qu'on a, qui est de l'ordre de 1,5 à 2% par année ces 20 dernières années, d'économiser 23 TWh supplémentaires si on ne veut pas qu'on arrive à 90 TWh d'ici 2050. C'est gigantesque comme défi. C'est gigantesque, pourquoi? Parce qu'on voit qu'on ne peut pas simplement dire il suffit d'arrêter un réacteur, la population ne réagit pas simplement au quart de tour. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'allumer une lumière, il n'y a aucune difficulté. Je crois que la population ne se rend pas compte ce qu'est réellement l'électricité, comment elle est produite et qu'est-ce que ça signifie pour équilibrer les réseaux entre l'offre et la demande. Alors si on prend la position de Romande Énergie face à ce challenge qui, pour certains, peuvent paraître utopique au niveau des délais. C'est vrai qu'on a fixé 2035 pour la fin du nucléaire, 2050 pour avoir l'entier de la transition énergétique. Est-ce qu'on pourra se passer du nucléaire aussi rapidement? C'est l'avenir qui le dira, parce qu'on est confronté aujourd'hui, pour une société qui veut investir, ce que nous faisons, on a un programme d'1 milliard d'investissements, notamment dans les nouvelles énergies renouvelables, parce que nous croyons à cette évolution. La difficulté aujourd'hui, c'est pas de vouloir, c'est de pouvoir réaliser. Si on prend le cas de la Suisse, ou même de la Suisse romande, si on veut réaliser ces 23 TWh d'énergie, de nouvelles énergies renouvelables, il faut investir dans tous les domaines, que ce soit solaire, éolien, géothermie, hydraulique. Madame de Quattro vient de le dire. C'est facile à dire, c'est plus difficile à réaliser. Ça fait 12 ans que nous nous battons pour 6 éoliennes à Sainte-Croix. On est toujours en attente de décisions juridiques, puisqu'on est actuellement au niveau du tribunal cantonal. Puis vraisemblablement, les opposants iront jusqu'au tribunal fédéral. Donc, la volonté, elle est là. Les moyens financiers, on est prêt à les mettre, même si c'est des défis qui sont énormes au niveau
économique, parce qu'aujourd'hui, produire de l'électricité avec de nouvelles technologies, si elle n'est pas subventionnée, c'est très risqué. Et c'est plus un problème de pouvoir. Je pense qu'en 2014, à moins que je me trompe, il n'y aura pas une seule éolienne qui sera construite en Suisse et qui sera mise en service. Et je pense qu'il faudra encore attendre beaucoup. Il faut maintenant vraiment convaincre la population suisse qu'on ne pourra pas tout vouloir. Pas de charbon, pas de gaz, pas de nucléaire, et malgré tout garder sa consommation, sa mode de vie, ses habitudes. Et puis, comme je l'ai entendu tout à l'heure dans la fin de l'exposé, la population augmente, donc les besoins sont là. Donc un défi au niveau de la production qui est énorme, un défi qui est aussi énorme dans une période où la situation en Suisse devient excessivement critique par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Si vous permettez juste que j'ouvre une petite parenthèse à ce sujet, on est dans une situation invraisemblable en Europe. Pourquoi? On pousse les nouvelles énergies renouvelables dans la plupart des pays. L'Allemagne subventionne à coups de milliards. Quand on dit subventionne, c'est le citoyen allemand qui paye une surtaxe de 7 centimes par kilowattheure pour les nouvelles énergies renouvelables, qui arrivent sur le marché à des prix excessivement bas. Et en même temps, on a réouvert des centrales au charbon, notamment en Allemagne, mais dans les pays anciennement de l'Est, pour subvenir à la fermeture de certains réacteurs nucléaires. Donc on n'a jamais autant pollué et produit de CO2 que ces 2 dernières années. Pourquoi? Parce que cette production est devenue tellement bon marché qu'elle est meilleur marché, par exemple, que la production hydraulique en Suisse. Donc on est dans une transition énergétique où on nous demande d'investir dans toutes les nouvelles énergies, on nous demande d'investir notamment dans l'hydraulique. Et aujourd'hui, je dois le dire très ouvertement, l'hydraulique suisse est menacée puisque les prix de production actuels de l'hydraulique suisse sont plus élevés que les prix du marché sur le plan européen. La situation est totalement mise en péril. Si je vais même plus loin par rapport à cette hydraulique en Suisse, quand on dit que c'est un véritable défi, la Confédération souhaite dans la transition énergétique qu'on augmente de 10% la production hydraulique. Et en même temps, la nouvelle loi qui fixe que les débits résiduels, c'est-à-dire l'eau qu'on redonne dans les rivières, lorsqu'on a chaque fois un nouvel ouvrage ou un retour de concession, doivent être augmentés, ce qui va faire perdre aujourd'hui à la production suisse hydraulique, qui représente quand même plus de 55% de la production suisse, environ 10% de sa production. Donc cette transition énergétique, cet enjeu, il est fabuleux, mais il va demander aussi des décisions politiques. On ne pourra pas tout vouloir. Est-ce qu'on va pouvoir réellement encore augmenter cette production hydraulique, mais en même temps réduire la production parce qu'on doit donner plus d'eau et qu'elle ne pourra pas être turbinée? Si j'en viens aux autres enjeux, il n'y a pas que la production pour une entreprise comme Courant d'énergie. Cette transition énergétique, elle signifie aujourd'hui que la grosse production centralisée va plutôt évoluer vers une production décentralisée. Si on prend la nouvelle loi du canton de Vaud, qui est mise en service depuis le 1er juillet de cette année, elle oblige toute nouvelle construction à produire 20% d'électricité sur site, photovoltaïque par exemple, et 30% d'énergie au niveau de l'eau chaude par de l'énergie renouvelable. Ça signifie quoi? À terme, chaque bâtiment aura des cellules photovoltaïques ou des productions dites renouvelables. Et au lieu d'avoir quelques usines de production qui viennent du haut vers le bas jusque vers le consommateur, on va avoir maintenant des consommateurs qui deviennent des consommateurs acteurs, respectivement des consommateurs producteurs. Et cette situation, elle a comme conséquence que si aujourd'hui la gestion du réseau est, excusez-moi du terme, relativement facile avec les outils que nous avons parce qu'on gère depuis les moyens, la demande que nous voyons sur le réseau et les moyens de production qu'on met en marche, des usines de production, qu'elles soient hydrauliques ou au gaz, au fur et à mesure de la demande, de quart d'heure en quart d'heure, demain, à terme, cette situation va être complètement différente. Ça veut dire que vous aurez des gens qui produisent de l'électricité à midi alors qu'ils ne seront pas à la maison et qu'on va devoir reprendre sur le réseau. Au moment où ils rentrent à 6 heures, vous avez un nuage, il n'y a pas de production photovoltaïque, il va falloir injecter immédiatement de l'électricité. Avec quelle source? Du gaz, de l'hydraulique ou autre. Et ce qui signifie que les flux pour un réseau de distribution de basse à moyenne tension, M. Graf parlera de la très haute tension,
Ça va changer fondamentalement. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une gestion des réseaux qui va plus que dans un sens, mais dans les deux sens. Et pour gérer ces millions de données que nous aurons de chaque producteur, qui une fois consommera son énergie ou une fois la refoulera sur le réseau, ça complexifie totalement la gestion d'un réseau de distribution, d'où ce qu'on appelle le réseau intelligent, la nécessité d'informatiser, la nécessité d'échanger ces données entre les différents, pas seulement producteurs aujourd'hui, il y a 800 sociétés électriques, mais finalement on aura probablement, je ne sais pas, 6 millions à terme de producteurs en Suisse, ou 5 millions de producteurs en Suisse, si chaque maison produit sa propre électricité. Ça, c'est le défi de demain, conjugué au défi du stockage, puisque si on va produire à des moments notamment éoliens et photovoltaïques, où il n'y aura pas forcément une consommation, ben, il faudra bien mettre cette énergie quelque part, si on veut éviter alors d'avoir des situations où le réseau ne peut plus être géré, où il est déstabilisé, puis d'autre part, de pouvoir réutiliser cette énergie au moment où on en a besoin. Une entreprise comme Courant d'énergie, elle considère ce défi comme extraordinaire, elle y voit une opportunité de développement, puis elle voit dans la partie de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire ce que Mme de Quattro a dit qu'il fallait économiser, c'est 23 TWh suisses, on voit là également une nouvelle source de développement de la société. Pourquoi? C'est une manière de pouvoir proposer des services, notamment du suivi de la consommation, la gestion de la consommation aux clients, qui, si on ne vend pas d'électricité, parce qu'on en vendra moins, on vendra autre chose, on vendra des services. Bref, vous avez beaucoup de travail devant vous. Monsieur Botz, vous représentez l'industrie du gaz. Si on vous a demandé de participer à cette table ronde, c'est pour la raison suivante, c'est que le gaz joue un rôle de plus en plus important en Suisse, sa part a augmenté, sa part de marché, et puis on a qu'à imaginer que le gaz pourrait être une substitution aux centrales nucléaires à un moment donné, puisqu'on pensait que les centrales à gaz, on allait en construire en Suisse, mais le marché est un peu devenu très difficile, et vous êtes vous-même, comme vecteur de l'énergie fossile, dans une situation un peu compliquée, en raison de la géopolitique notamment. Oui, alors pour placer déjà un petit peu le gaz naturel dans le contexte énergétique suisse, on vend actuellement en Suisse environ 40 TWh de gaz naturel. Ça représente environ un peu plus que 13% de la consommation finale totale au niveau suisse. Nous avons un réseau de gaz haute pression qui est très bien développé au niveau du plateau, un tout petit peu moins dans certaines régions dans les Alpes, mais en tout cas au niveau du plateau aussi avec des réseaux de distribution qui est assez étendu. Donc une très bonne infrastructure. Donc je dirais que le gaz naturel de ce côté-là a plusieurs atouts aussi pour l'avenir, notamment pour la transition énergétique. D'un côté, c'est, comme on l'a déjà précisé une fois, c'est une énergie qui a le moins d'émissions, parmi les énergies fossiles, le moins d'émissions de CO2, donc qui est de ce côté-là assez favorable, point de vue utilisation. On a une infrastructure de transport qui est largement, je dirais, invisible, qui est aussi un avantage aujourd'hui, surtout si on veut construire de nouveaux tronçons de gazoduc, avec une possibilité, alors aussi pour répondre un petit peu aux soucis de M. Hurek, qui permet de stocker de grandes quantités d'énergie, simplement, par exemple, un gazoduc comme celui qui traverse du nord au sud de la Suisse, transporte notamment sur le gaz naturel vers l'Italie, d'un diamètre environ d'1,20 m, peut transporter une puissance jusqu'à 25 000 MW, donc une très forte densité énergétique. En outre, cette infrastructure permet aussi d'injecter d'autres types de vecteurs gazeux. On en reviendra peut-être après avec, par exemple, l'hydrogène. C'est là qu'on a développé aussi, notamment en Allemagne, on l'a vu dans le film, avec des surplus de production à certaines heures de la journée. On pourrait transformer cette énergie, notamment éolienne, par exemple, en hydrogène ou gaz de synthèse, et puis injecter ça justement dans les réseaux de gaz naturel. Ça peut être une des solutions aussi pour stocker de l'énergie et de l'utiliser à d'autres moments de l'année. Ensuite, on a aussi de la production en Suisse de biogaz qui se développe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va voir de plus en plus à l'avenir être injecté soit dans les réseaux de distribution, soit même peut-être dans des très grands projets directement dans les réseaux de haute pression. Et finalement, je vois aussi pour l'avenir un lien de plus en plus étroit peut-être entre le réseau de gaz naturel qui est superposable au réseau électrique par des passerelles type justement power to gas où on transforme de l'énergie électrique en un vecteur gazeux et puis à d'autres moments avec le couplage chaleur-force ou avec les centrales à cycle combiné, on va retransformer ce vecteur gazeux ou ce gaz en électricité quand on en a besoin. Donc là, je vois aussi pour le gaz naturel un rôle à jouer pour l'avenir.
Comme contribution importante, je verrai essentiellement deux contributions importantes. Justement, avec le risque de l'arrêt du programme nucléaire, on peut avoir à l'avenir, et on risque d'avoir des problèmes peut-être de déficit de production électrique, notamment pendant les périodes hivernales. Alors là, nous supportons dans la branche du gaz naturel beaucoup le développement de la cogénération du couple à chaleur-force, parce que lorsqu'on a besoin de la chaleur, on peut produire en même temps de l'électricité, puis la refouler notamment dans le réseau électrique pour aider notamment nos collègues électriciens. Sans parler des centrales à cycle combiné, là on a déjà un potentiel d'environ 5 à 7 TWh qui n'est pas si inintéressant que ça, notamment pour la période, je dirais, hivernale. Maintenant je me tourne vers vous, Monsieur Graff, vous êtes le directeur général de Swissgrid, qui est le gestionnaire du réseau à haute tension, qui est un acteur qui devient de plus en plus important, parce que vous avez une tâche très très importante, c'est de veiller à ce que la circulation d'électricité en Suisse se fasse sans accident et sans accroc, qu'on n'ait pas de coupure, et surtout d'inciter tout le monde à investir. Parce qu'un des risques dans les transitions énergétiques, on l'a vu en Allemagne, c'est qu'on fait des grands projets, on fait des champs éoliens, mais on n'a pas les lignes de transport. Oui, effectivement, merci beaucoup pour cette question. Je crois qu'un des grands problèmes est le transport d'énergie, non seulement dans le gaz. Effectivement, là, c'est un peu plus simple du fait que les citoyennes et les citoyens ne voient pas les lignes, mais aussi dans l'électricité. Et si nous regardons dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans un challenge formidable, je dirais qu'il est fascinant, je crois qu'on arrivera à changer beaucoup de choses dans un plus court terme que l'on assume aujourd'hui. Mais dans la technologie, il faudra faire un balancement entre la production décentralisée et la production centralisée. Vous avez vu dans le film éolienne, la production éolienne offshore, les poissons ne consomment pas beaucoup d'électricité, c'est-à-dire que l'électricité doit être transportée dans le domaine, dans les villes où elle est consommée. C'est-à-dire qu'il y aura une partie de renouvelable qui sera transportée à longue distance, tandis qu'une autre partie restera, comme M. Ourech l'a dit, à très courte distance. Et c'est là, je crois que le point le plus important, c'est d'avoir une compréhension du système en son entièreté. Je mentirais si je disais que nous savons exactement comment le système va se développer. Nous ne le savons pas. Néanmoins, nous faisons beaucoup de simulations et du reste l'année prochaine, nous allons présenter le nouveau plan pour la construction de réseau et essayons de nous adapter à la nouvelle situation. Parce qu'il est clair que chaque franc ou chaque 100 millions de francs ou chaque milliard de francs qui est mal investi, c'est 1 milliard ou bien 100 millions de trous. Et je crois que c'est là la grande discussion. Le défi reste un défi de société. Le phénomène NIMBY que nous voyons non seulement dans les réseaux, nous les voyons aussi dans les productions éoliennes, nous les voyons dans les routes, nous les voyons un peu partout. C'est-à-dire qu'on ne veut pas accepter de nouvelles infrastructures. Et nous sommes posés la question en Europe, en parlant à nos collègues européens, de dire comment faites-vous? Et effectivement, par exemple, je vous donne un petit exemple, au Danemark, la construction d'un réseau dure de 2 à 3 ans. Les collègues en Norvège, c'est 3 à 4 ans. En Hollande, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Tandis qu'en Allemagne, c'est 15 ans, en Suisse, j'en passe, il s'agit au moins de 15 ans en moyenne, en France, c'est 20 ans en moyenne, malgré le gouvernement centralisé. C'est-à-dire que, quelle est la différence? Et je crois qu'il y a deux grandes différences. La première différence, c'est qu'il y a eu un dialogue dans les années 80 au Danemark, où la société s'est mise d'accord, soit à un niveau politique, soit à un niveau industriel, pour les buts qui ont été évoqués dans le film préalablement. C'est-à-dire que là, il y a un accord national où on s'est mis d'accord qu'on veut construire, avoir du renouvelable. Le deuxième point, c'est qu'il y a une législation qui a été effectuée, basée sur cet accord, qu'effectivement, une ligne peut être construite en 2 à 3 ans. Et là, je pense qu'il faudra le dialogue d'un côté, pour vraiment entamer un dialogue très intense avec la population, expliquer comment est-ce que le système électrique fonctionne et de convaincre. Et de l'autre côté, il faudra aussi avoir des législations qui soient un peu plus fermes sur les constructions de lignes. Nous avons une construction de ligne qui dure depuis 32 ans. Je ne pense pas que c'est très efficace, c'est moyen très efficace de construire. Merci. Mais j'aimerais revenir sur un point, c'est l'incertitude dans toute cette transition. Parce qu'effectivement, on a une incertitude politique,
est-ce que la population va finalement accepter la construction de nouvelles lignes ou la construction d'installations de production? Et puis une autre incertitude, c'est l'évolution de la technologie, parce qu'actuellement, on a un système qui est quand même basé sur une très grande centralisation, et puis qui est un écosystème qui est en train de changer. Rifkin, dans un dernier ouvrage, on parle de ça, de cette transformation du système énergétique, et il décrit un monde qui est complètement différent de celui qu'on connaît. On ne sait pas. C'est plutôt un monde d'Internet qui est en train de se développer dans l'énergie, dit-il, qui ressemble plutôt à ce qui se passe sur Internet, où il n'y a pas eu un grand Microsoft qui contrôle le réseau, mais le réseau, c'est un ensemble, c'est les consommateurs qui forment le réseau et qui le gèrent. Alors, est-ce qu'à SwissGrid, on fait des simulations qui vont jusque-là? Est-ce que oui? Absolument. Du reste, nous parlons d'Internet de l'énergie. Nous sommes convaincus que dans les prochaines 20 à 25 années, il y aura un changement fondamental. Et le changement, le facteur qui sera fondamental sera l'informatique. Lorsque des simulations aujourd'hui sont effectuées avec l'informatique actuelle, des simulations très très complexes peuvent être effectuées, automatisées avec l'informatique actuelle. La tâche numéro 1 de SwissGrid reste néanmoins de sécuriser l'approvisionnement en ce temps-là. Et disons que le défi que nous avons, pas seulement nous, tout le système énergétique, c'est de manager la phase transitoire pour assurer qu'il y a assez d'électricité pendant cette phase transitoire, tout en réduisant le nombre d'investissements non nécessaires pour les systèmes, aussi en augmentant les systèmes d'investissement pour les systèmes renouvelables. Et un petit exemple, ce que nous faisons, nous allons entamer de nouvelles simulations. Il y a des simulations stochastiques aujourd'hui qui sont effectuées. Nous aurons d'autres simulations bien plus complexes qui seront bâties pendant les prochaines 2 à 3 ans qui suivent pour acheminer plus de capacités sur la même infrastructure. Est-ce que nous aurons du succès? Nous ne le savons pas, mais nous entamons ce chemin. Maintenant, je me tourne peut-être vers nos 2 représentants du monde politique. Il y a une question qui va venir dans la population très très vite, c'est la question des prix. Et on sait que les gens sont en faveur des nouvelles énergies, globalement, ils trouvent ça très bien. Mais lorsque peut-être les prix vont aussi augmenter et qu'on va avoir les concepts de taxe CO2, de fiscalité écologique, de transformation de la fiscalité, d'augmentation du prix de l'essence. Vous avez vu en France, la ministre de l'écologie, elle a dû renoncer à une augmentation de 2 centimes diesel qui est déjà largement subventionnée en France. Elle l'a fait parce que la France aurait été bloquée dans 15 jours. Dans 15 jours, c'était les camions qui bloquaient, puis c'était fini. La France ne bougeait plus. Hollande a déjà assez de problèmes, je pense qu'il en a eu. Mais, résultat, il n'avance pas. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur au moment où vous devrez peut-être expliquer à la population que tout ça n'est pas gratuit, qu'il y a aussi des nouveaux coûts et des nouveaux transferts de coûts, une certaine transparence des coûts qui va apparaître? Je commence peut-être au niveau du canton. Eh bien, j'envie les pays du Nord qui ont déjà fait ce travail très large d'information, de sensibilisation et finalement aussi de responsabilisation de la population. Monsieur Pidou l'a dit tout à l'heure, les gens sont en théorie d'accord, en pratique pas, parce qu'ils n'en voient pas tellement les enjeux et les conséquences. Parce qu'il y a tout qui fonctionne. Et ça coûte rien, ou presque rien. Alors comment voulez-vous expliquer aux gens qu'ils doivent faire des efforts, qu'ils doivent revoir leur confort à la baisse, payer davantage? Pourquoi, finalement? Il fait chaud, tout est éclairé, ils ne ressentent pas vraiment l'urgence. Alors on leur a dit, il n'y a encore pas longtemps, attention, vous risquez d'avoir des blackouts. 2 ans après, on leur dit, à surproduction, on ne stocke même plus. Alors les gens se disent, bon, attendez, on va laisser ces gens se débrouiller, c'est les spécialistes, et puis nous apportons bien les solutions pour finir. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire maintenant, parce que nous sommes dans un monde extrêmement mouvant, et je l'ai dit tout à l'heure, être attentiste, c'est pas possible. Il faut vraiment, ça c'est notre travail de politique, qu'on montre sur des bons exemples comment ça fonctionne et qu'on responsabilise les personnes. Vous avez justement évoqué, M. Graff, le réflexe NIMBY. Ça, je le sens très fort dans l'éolien. C'est pourtant quelque chose qui est propre, qui ne génère pas de déchets, contrairement au nucléaire, et qui se démonte. Donc ça peut être une énergie de transition comme le gaz. D'ailleurs, toutes ces sources-là sont complémentaires jusqu'à nouvel avis. Il faut vraiment un mix énergétique en plus du consommer mieux. Mais pour le faire accepter par la population, c'est compliqué. Pourquoi? Nous avons peut-être un petit retard, mais nous avons surtout un petit pays. Nous avons un territoire tellement exigu que tout ce que nous faisons a un impact.
On ne peut pas mettre des éoliennes offshore quelque part, vous les voyez si vous passez en bateau et encore. C'est plutôt sympa de voir ça, sinon l'horizon est vide. Vous ne pouvez pas les mettre quelque part sur une crête où personne ne les voit, parce que vous êtes sûr qu'il y a des promeneurs, des randonneurs et simplement des amoureux de la nature qui vont et qui vont dire « mais c'est horrible ce mât-là sur cette crête où il n'y avait rien ». Mais si vous voulez les rapprocher de la population, les mêmes personnes vous diront « mais c'est hors de question que je vois cette forêt de chez moi, mettez-les chez vous ». Et là, on a aussi un petit problème dans notre pays qui est le revers de la médaille de notre très large démocratie, que j'appuie à fond. Mais nous avons tellement de possibilités, au niveau de tous les individus, et je les salue jusqu'à un certain point, de dire notre propre opinion, de nous opposer, de dire, même si ce projet est extrêmement important pour le canton, la Suisse et l'Europe, moi personnellement, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que c'est laid, parce que c'est devant chez moi, et puis de toute façon j'aime pas le changement. Ou bien c'est pas ça qu'il faut, c'est autre chose. Que vous pouvez aller pendant des années devant les tribunaux. Peut-être après 10-15 ans, le politique, ou plus exactement le promoteur obtient raison. Jusque-là, il a probablement déjà fermé boutique, il s'est orienté vers autre chose parce que ce n'est plus rentable financièrement. Alors, je ne dis pas qu'il faut abandonner les droits de recours. On a déjà essayé une fois au BLR, on n'a pas du tout abouti. Mais voilà, la question se pose quand même au bout d'un moment. Est-ce que nous pouvons encore, dans la Suisse actuelle, réaliser des ouvrages, qu'ils soient électriques ou d'autres, de mobilité, des investissements majeurs? Ou est-ce qu'on ne peut plus faire ce qu'ont fait nos ancêtres, des tunnels, des viaducs, des réseaux électriques? La question reste ouverte. Monsieur Pidou, sur la sensibilité de la population au prix notamment et à cette question, vous ne craignez pas qu'à un moment donné on vous dise c'est bien beau votre politique mais c'est beaucoup trop cher? Si je dois vous répondre en un mot, c'est non. Je ne le crains pas. Mais je vais répondre en plusieurs mots, si vous permettez. C'est-à-dire, on est dans une situation souvent assez paradoxale dans le monde de l'énergie, où effectivement il y a une sensibilité au prix et à l'évolution des prix, mais il s'agit là de savoir de qui on parle. Quand on dit la population, on englobe un ensemble extrêmement hétérogène. Il y a des particuliers, des consommateurs qui reçoivent une facture, la facture est extrêmement détaillée, ils ne la comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un kilowattheure, ils n'ont pas forcément très envie de comprendre la différence entre ce qui relève de la rémunération du réseau, et en plus non pas seulement du réseau, monsieur Graff, des réseaux, puisqu'il y a le réseau haute tension, les réseaux régionaux et la distribution fine, ce qui a trait avec la facturation de l'énergie et ce qui a trait avec les taxes. C'est une facture, mais bibliquement hermétique, la facture d'électricité aujourd'hui, et la facture de gaz va pas tarder à prendre le même chemin. Et qu'est-ce que les gens disent? Globalement, ils payent leur facture. Je ne suis pas complètement sûr qu'ils fassent le lien entre les francs et les kilowattheures. Ils payent une facture en francs, et c'est probablement quelques citoyens énergétiquement avertis qui vont, année après année, consommer, vérifier l'évolution de leur consommation. C'est probablement une minorité de la population. Ceux-là, peut-être qu'il y a parmi eux des râleurs, et on souhaite, c'est comme ça que la démocratie fonctionne aussi. Mais globalement, ils ne sont pas atteints, impactés de façon primordiale par la facture d'énergie, qui est quand même, disons, un aspect relativement mineur dans la vie d'un ménage. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas très peur. Simplement, il faut faire un effort d'information, et la citoyenneté énergétique, elle passe aussi par la connaissance de ce qu'il y a sur cette facture absurdement hermétique pour l'instant. Alors, mais ça, c'est la grande partie de la population, mais c'est peut-être, je ne sais pas, en électricité, disons peut-être 40% de la consommation, même si c'est 95% des compteurs. Hein. Peut-être pas 95%, mais enfin, pas loin. Hein. L'autre partie de la consommation énergétique, c'est celle des entreprises, les petites et les grandes, celles qui sont des entreprises de services qui payent leurs factures d'électricité et d'énergie à peu près comme les consommateurs, c'est-à-dire c'est des charges locatives, et puis celles qui ont besoin de l'énergie pour fonctionner. Et là, il faut vraiment faire une grande différence entre ces différents modes
d'accès et de nécessité de recourir à l'énergie. Donc là, je ferai vraiment une différence en n'étant pas trop inquiet pour la population. Simplement, il faudrait faire en sorte que sa connaissance soit un peu meilleure. Et puis, alors, il y a la question de qu'est-ce qu'on paye sur une facture d'énergie, les questions qui sont rigoureusement liées à l'énergie, c'est-à-dire la rémunération du réseau, des réseaux, et puis la facture énergétique, et puis les fameuses taxes qui introduisent toute la question de la fiscalité indirecte qui est en train de, disons, d'accompagner. Certains voudraient qu'elle remplace la fiscalité directe, d'autres ont des bonnes raisons politiques pour dire que la fiscalité directe, elle est meilleure que la fiscalité indirecte. Mais c'est clair que dans une phase, pour revenir au thème de la discussion d'aujourd'hui, dans une phase de transition énergétique, d'une certaine manière, on est obligé de trouver des instruments financiers qui ont à voir avec la fiscalité indirecte. Alors elle peut être extrêmement lourde, comme en Allemagne, elle peut être très très multiple, mais globalement assez légère, comme c'est le cas en Suisse, ou même à Lausanne, qui est la championne du monde la championne du monde suisse de la fiscalité indirecte sur l'énergie, en tout, c'est quelque chose comme 2,9 centimes par kilowattheure pour la facture d'électricité. On est très 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 loin de ce que les Allemands payent, et même de ce que les Anglais payent, qui est une situation qu'on oublie souvent lorsqu'on parle des transitions énergétiques et des manières politico-économiques d'assurer la transition énergétique. Merci. Monsieur Farah, vous voulez intervenir? Moi, j'aimerais simplement dire que nos préoccupations sont bien sûr plutôt la formation et puis la recherche à plus long terme. Néanmoins, toute cette situation est assez préoccupante et je dirais surtout du point de vue du climat qui n'a pas été abordé du tout, et quand on voit les tendances en Allemagne, on voit qu'en Suisse on n'arrive pas non plus à respecter nos cibles en matière de CO2, etc. Cette situation est préoccupante, et en plus nos renouvelables comme l'hydraulique dont on a parlé abondamment hier à l'occasion de la journée de l'énergie en Valais, c'est sûr que les futurs investissements, notamment aussi dans ces industries clés que sont l'hydraulique, c'est préoccupant si on n'arrive pas à les assumer et si on doit laisser tomber un grand nombre de projets. Alors, je dirais, là, il y a peut-être un aspect qui n'a pas été abordé et que j'aimerais peut-être juste mentionner, c'est dans quelle mesure, puisque l'hydraulique doit changer de modèle, dans quelle mesure est-ce que la labellisation peut être un élément pour essayer de faire en sorte que, au moins, nos industries clés dans la production renouvelable puissent tirer leur épingle du jeu et qu'on puisse continuer à investir dans ces régions. Monsieur Graf, peut-être vous voulez répondre? Vous voulez intervenir? C'est une question très, très importante. Sans microphone, je réponds pas sans microphone. C'est une question très... On va couper la parole. Merci. Alors, après tous ces changements, c'est une question très importante. Et du reste, je pense que c'est une question qui ne pourra pas être abordée au niveau suisse. C'est pour ça que je suis intervenu. Parce que, au niveau européen, la grande question que nous avons aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avons les prix si bas? C'est parce que le dessin des marchés ne correspond plus au nouveau système. En Allemagne, vous avez environ entre 20 et 23 milliards par année de subventions qui contournent les marchés. C'est-à-dire que les coûts de production marginaux sont inférieurs aux autres coûts de production et le marché normal ne fonctionne plus. C'est-à-dire que là, il faudra qu'on travaille ensemble avec nos collègues européens, parce que c'est un marché électricité, un marché européen néanmoins, et pour développer ce dessin. Et là, nous sommes convaincus que pour la Suisse, avec le parc de production qui existe aujourd'hui, nous avons une position unique. Nous avons été dans le passé une plaque tournante pour l'électricité, et nous serons une plaque tournante pour le stockage à moyen terme. Mais pour y arriver, il faudra effectivement qu'on travaille ensemble, il faudra les lignes. Nos collègues allemands sont en train de les construire, j'espère. Il faudra les lignes, mais il faudra aussi qu'on ait une unanimité sur le dessin des marchés, comment est-ce que nous voulons avoir un marché en Suisse et en Allemagne. Voilà, merci. Je vous avais promis de conserver un moment pour les questions du public. Alors voilà, le temps est venu et j'attends vos questions qui peuvent être adressées à
tous les participants d'un table ronde, évidemment. Oui, Madame là-haut. Si possible, des questions assez courtes. Mon question, c'est dans quelle mesure est-ce que l'investissement peut jouer un rôle dans l'innovation? Et en particulier le smart grid, on dit en français, smart grid. Donc j'aimerais savoir de votre expérience, partant de SwissGrid, qui va financer les technologies dans le smart grid dans le futur? C'est qui va bénéficier de ça? Et dans quelle mesure est-ce que les co-investissements, les partnerships publics et privés peuvent jouer un rôle et comment ça peut être soutenu par la politique, les mesures politiques? Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur, en particulier, les partnerships publics, privés? Désolée pour le français, j'espère que vous avez compris. Pour la première question des coûts, je viens de Cisco. C'est la première fois dans l'industrie qu'on pose sur la question qui va payer. C'est-à-dire que normalement, dans les entreprises, et nous on a la même idée chez nous, c'est d'abord de trouver une manière de réduire les coûts et de financer les investissements avec ça. Nous n'arriverons pas à réduire les coûts de telle manière de tout refinancer, mais je crois qu'il y a un potentiel d'efficacité dans l'industrie qu'il faut travailler dessus. Deuxièmement, je crois aussi que le remaniement dans le domaine informatique demande de nouvelles capacités, de nouvelles facultés. Je parle récemment pour SwissGrid. Est-ce que SwissGrid est en mesure d'appliquer Big Data, les grands data centers, et puis tout ce qui est dans la technologie? J'en doute. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on fasse, c'est d'ouvrir les marchés pour avoir un service qui sera ouvert. Je crois que nous avons une démonstration préalablement, il y a plusieurs compagnies qui le font en Suisse. Et c'est là aussi qu'il y aura un bénéfice pour le consommatrice et le consommateur. Je pense que là, il y aura une rémunération qui viendra. Si je prends l'exemple Swisscom, Swisscom a un intérêt non seulement d'énergie, mais un intérêt surtout d'informatique, de télévision et d'entertainment. Et je pense que là, on arrivera à financer une partie. Est-ce que la seule solution? Non. Je pense qu'il faudra effectivement qu'on investisse nous, et il y aura des coûts supplémentaires qu'il faudra payer à court terme. Nous avons aussi un duplex Le Valais. Je crois qu'il y a une question. Une question qui nous vient du Valais sur la transition énergétique qui passe en termes électriques d'une électricité de ruban du nucléaire à une électricité intermittente du solaire et de l'éolien. La question est comment est-ce qu'on va stocker cette électricité? Monsieur Bose a déjà parlé de la notion de power to gas, peut-être une réponse sur le stockage local en batterie et puis sur le stockage en barrage. Monsieur Hurek peut-être, puis... La solution actuellement, la seule qui existe concrètement, qui est efficace, pour l'instant, c'est le pompage turbinage. Concrètement, c'est de stocker de l'énergie dans des barrages en utilisant l'énergie quand elle est de trop, par exemple à midi maintenant avec le photovoltaïque, et puis la returbiner cette énergie, cette eau, au moment de l'heure de pointe. Ça a un coût. Et c'est la grande difficulté que nous vivons aujourd'hui, c'est que des investissements colossaux sont faits dans le cadre de ce stockage, notamment en Valais, avec des projets comme Nord-de-Drance, c'est quand même presque 2 milliards d'investissements. Ici, dans le canton de Vaud, les forces motrices Longrin, 330 millions qui sont en cours de réalisation. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une différence de prix entre l'énergie de pointe et l'énergie de ruban. Si on regarde, en 2008, il y avait 40 € de différence entre l'énergie de pointe et l'énergie de ruban. Ça représentait environ, à l'époque, 1,6 centime, 1,60 franc l'euro. C'était presque 1 franc, c'était presque, ça représentait 40 €, ça représentait 6 centimes de différence. Aujourd'hui, cette différence, elle est de 9 €, c'est-à-dire très très peu, 1,1, 1,2 centimes. Le mégawattheure. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il nous faut chercher à terme de nouvelles solutions de stockage.
Et c'est, je pense, le grand défi de l'industrie, des écoles polytechniques, de la recherche, c'est de pouvoir trouver non seulement une solution, pas seulement pour les grandes masses, telles qu'on a maintenant avec nos barrages, mais également sur le plan local. Parce que la grande difficulté que je vois personnellement pour l'avenir, pour les 20 prochaines années, c'est que si on a des énergies renouvelables de masse, notamment au nord de l'Europe, en Allemagne, si entre-temps on ne construit pas de nouvelles lignes de transport dans le sud de l'Allemagne pour arriver jusque chez nous, il sera très difficile d'utiliser cette énergie de masse à des moments où elle n'est pas utilisée pour pomper, parce que le transport ne pourra pas être fait. Si ces lignes sont construites, ça viendra plus facile. Et pour ça, il faut qu'il y ait ces échanges entre la Suisse et l'Europe. Et je reste convaincu que le défi du XXIe siècle, aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'évolution des énergies renouvelables, c'est réellement son stockage. Son stockage, alors il y a différentes solutions. Il n'y en a pas beaucoup qui sont mûres aujourd'hui, ils coûtent très cher. On parle de piles à combustible, on parle d'utiliser l'hydrogène, on parle d'utiliser les réseaux de gaz. Et je pense que également le stockage local va devenir une des questions fondamentales à résoudre. Et tout ça a un prix. La technologie aujourd'hui n'est pas tellement là. Et là, je pense que le défi, il est posé. Monsieur Bott, des commentaires? Oui, justement, c'est sur le stockage. Après les analyses qu'on a faites aussi par rapport à des scénarios point de vue avenir, on constate quand même qu'il y aura de plus en plus de volatilité aussi sur nos réseaux entre la production, entre les consommations. Donc il faudra, comme l'a dit très justement Thurey, de plus en plus avoir besoin de stockage pour stocker l'énergie. Je pense que ça sera un ensemble de solutions entre des petits stockages et des gros stockages probablement. On aura besoin aussi de grands stockages pour qu'on puisse facilement les piloter aussi, notamment pour les réseaux de transport. On est en train de réfléchir d'ailleurs aussi en Suisse, de réaliser un stockage de gaz naturel, qu'on pourrait même utiliser comme stockage, peut-être une fois aussi la même technologie pour le stockage d'air comprimé, pour la production électrique. Mais c'est important aussi qu'on ait des stockages, ce qu'on dit, aussi rapides pour l'avenir. Parce qu'actuellement en Europe, au niveau du gaz, on a surtout deux types de stockage. On a ce qu'on appelle des stockages lents, qui sont dans des stockages, par exemple, dans des structures aquifères ou des structures salines qui sont un peu plus rapides. Et puis, de plus en plus, on voit qu'on a besoin, pour gérer l'énergie de réglage, notamment sur les réseaux, de stockage rapide. On puisse rapidement stocker de l'énergie et puis rapidement aussi ressortir de l'énergie de ces stockages-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va, à mon avis, beaucoup se développer pour l'avenir. Aussi de la recherche qu'on va faire dans ce domaine-là pour développer des systèmes de stockage avec les énergies intermittentes. Et si je peux juste signaler, il y a à l'arrière ici plusieurs expositions sur des technologies de stockage qu'on a préparées pour ceux qui sont intéressés. Juste une petite remarque, j'ai eu l'occasion, dans le cadre d'un voyage avec Mme Leuthard au sujet de l'énergie à Boston, de voir un développement qui s'appelle Dirty Earth Batteries. Ceux qui connaissent la batterie du professeur Soloway, qui est basée sur des métaux qui sont très bon marché. Ils sont dans le test bêta maintenant dans 5 bases américaines militaires, très intéressantes, c'est-à-dire que la fiabilité doit fonctionner. Et cette question, si ces technologies arrivent, effectivement les coûts de batterie seront relativement zéro. Le cycle de déchargement et de rechargement est de 250 ans, c'est-à-dire qu'avant 250 ans, il n'y a pas de memory effect. Seulement pour démontrer, il y a certaines technologies dans le pipeline. Est-ce que ça fonctionnera? On ne sait pas, mais ça pourrait venir plus rapidement qu'on y pense aussi. Est-ce que ça peut amener aussi des technologies développées aux États-Unis, testées à l'échelle des grandes villes, qu'on appelle l'effacement, c'est-à-dire où on déclenche des consommateurs qui n'ont pas besoin d'énergie, notamment les frigos, ça se fait en Suisse, maintenant par Migros, mais aux États-Unis, j'ai vu que dans certaines villes comme Atlanta, ça prend des proportions très très importantes. Oui, effectivement, il y a deux aspects du stockage. Il y a le stockage d'énergie surplus, mais il y a aussi, disons, la réduction de consommation au moment non propice. Et ça, c'est surtout pour la stabilité des réseaux. Il y a une compagnie comme Enrock qui signe un contrat en Suisse maintenant avec BKV, qui font des pronostics et qui contrôlent les bâtiments, surtout les bâtiments industriels, pour
changer le moment de consommation sur le réseau et pour réduire. C'est surtout pour les réseaux, ce n'est pas pour l'énergie en même consommée. Monsieur. Oui, on va devoir absolument changer notre modèle et nos technologies de gestion des réseaux. Aujourd'hui, on fait déjà ces délestages. C'est connu que, par exemple, entre 11h30 et 1h l'après-midi, une ménagère ne peut pas utiliser sa machine à laver le linge parce que l'énergie est orientée pour la cuisson, respectivement les boilers sont arrêtés. Je pense que demain, ça sera totalement différent. On devra avoir des systèmes que s'il y a du soleil, au contraire, on va automatiquement faire que le boiler se charge à ce moment-là, ou que la personne utilise sa machine à laver lorsqu'il y a du soleil à midi, puis lorsqu'il n'y en a pas, il faudra justement faire que tous les systèmes informatiques coupent, presque même le congélateur, par exemple, pendant 2 heures de temps. Et ça, les technologies actuelles arrivent de manière localisée, mais pas encore sur le plan des réseaux complets. Ça, c'est de nouveau un défi complémentaire, mais qui ne peut être réglé qu'avec l'informatique. Voyons, au niveau du gaz, on a quand même aussi quelque chose qui est assez efficace. On a ce qu'on appelle les contrats interruptifs, surtout chez les gros consommateurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui s'engagent par un contrat où ils ont une réduction sur le prix à certains moments sur demande, notamment du fournisseur, de couper simplement sa consommation ou de la réduire. Donc, ce qui permet aussi de gérer de cette manière-là des pointes. Et puis, nous, on peut, au niveau suisse, à peu près, environ 30% on pourrait couper sur le réseau Gaznet, par exemple, 30% coupés par des contrats interruptifs. Oui, une question au fond là-bas. Bonsoir, on a parlé vraiment des problèmes de défis de stockage, de réseau. J'ai une question aussi plus au côté marché, c'est aussi une question d'actualité. Je crois que le Conseil fédéral, mercredi, a annoncé qu'ils allaient ouvrir la discussion sur l'ouverture justement du marché. Et donc j'aurais des questions aux représentants des réseaux, probablement ça les intéresse d'être mieux connectés ou pouvoir mieux connecter à l'Europe, et aussi aux représentants des commercialisateurs de l'électricité. Qu'est-ce que ça va impacter? Est-ce qu'on aura un citoyen lausannois qui pourra acheter son électricité à la commande d'énergie? Et comment vous appréhendez ces nouveaux défis marchés? Merci. Vous voyez, la question, vous voulez me dire, M. Vérec? L'annonce de Mme Leuthard n'est pas une surprise. Le marché est déjà ouvert. Le marché est déjà ouvert depuis 2009. M. Pidou l'a dit tout à l'heure. Il est ouvert pour à peu près la moitié du volume qui est consommé en Suisse, même si ça représente peu de clients. C'est tous les clients industriels qui consomment plus que 100 000 kWh. Pour commande d'énergie, c'est pratiquement la moitié des 3 TWh que l'on distribue. Donc cette concurrence, elle existe. Si demain, on veut ouvrir totalement le marché, ben on s'y prépare. On s'y prépare de telle manière à pouvoir répondre à ces demandes politiques. Ça va avoir des conséquences énormes parce que si vous avez aujourd'hui des changements de fournisseurs pour des grands clients, pour des grandes masses d'électricité, c'est pas tout à fait la même chose pour un consommateur lambda qui consomme 3 ou 4 000 kWh par année et qui, d'après ce qu'on entend, avec le système qui est auprès des caisses maladies, pourra décider au mois d'octobre s'il change de fournisseur au mois de janvier. Là, les coûts vont être plus élevés. Il faut être réaliste parce que les changements, ce que ça va signifier en informatique, en comptage et autres, mais si c'est un vœu politique, en tout cas nous les sociétés, on s'y prépare. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que la concurrence fait rage au niveau des grands consommateurs, et c'est aussi par rapport à ce que M. Pidou disait tout à l'heure, le petit consommateur, la population générale, elle est très peu sensible, il faut le dire très ouvertement aujourd'hui, au prix de l'électricité. On a fait un sondage, plus de 50% de nos clients dits petits consommateurs n'ont vu ni les baisses d'électricité qu'on a fait ces 5 dernières années, ne savaient même pas combien ils payaient leur électricité. Par contre, le client industriel, c'est fondamental. C'est fondamental, il se bat au dixième de centime. Pourquoi? Parce que c'est sa compétitivité qui est mise en jeu par rapport à ses concurrents. Mais ce qu'on doit voir, c'est qu'aujourd'hui, si le Conseil fédéral annonce une ouverture du marché, il y a une réciprocité qui est demandée vis-à-vis de l'Europe. Si la Suisse veut continuer de jouer une plaque tournante d'électricité, notamment avec ses barrages, notamment avec son pompage-turbinage, l'ouverture du marché est faite depuis des années en Europe. C'est une réciprocité qui est demandée à la Suisse et c'est probablement la réponse qui est donnée par le Conseil fédéral. Merci.
Monsieur Pidou, et puis ce sera la dernière intervention parce qu'on va tenir l'horaire. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Sur cette question, il y a un magnifique effet d'annonce du Conseil fédéral, mais qu'est-ce que le Conseil fédéral a annoncé hier? Il a annoncé qu'il mettait en consultation un projet d'ouverture du marché, deuxième étape. Donc l'ensemble des acteurs énergétiques, économiques, politiques ont la capacité maintenant de répondre à cette consultation jusqu'au 22 janvier, je crois, quelque chose comme ça. Après quoi, le Conseil fédéral se retire dans sa grande sérénité, élabore une réponse qui tienne compte des avis fortement divergents, inévitablement, qui auront été exprimés au moment de la consultation, et fournira un projet de loi. Ce projet de loi étant lui-même, d'ailleurs, soumis à un référendum facultatif. Enfin, c'est pas le projet de loi lui-même, mais enfin l'arrêté fédéral qui mettra en vigueur la loi, etc. Donc, on est encore tout au début d'un processus, et du point de vue des énergéticiens, que ce soit dans les collectivités publiques ou dans les entreprises de droit privé, on doit encore attendre beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'il y aura dans cette loi. Comment est-ce que ce qu'on appelle le modèle d'approvisionnement garanti trouvera sa place dans la loi? Qui sera en charge de payer les équipements forcément assez chers, qui seront couplés avec l'exercice du libre choix du fournisseur d'énergie? Alors il y a évidemment des calculs qui vont être faits sur le coût des nouveaux compteurs, parce qu'il n'y a pas seulement le smart grid, il y a les smart meters, et puis les compteurs intelligents, ils sont inévitablement liés à cette deuxième étape. Donc il y en a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre ce qu'il y a dans la deuxième étape du marché. À ceci s'ajoute que, n'oubliez pas, la première étape d'ouverture du marché a vu se mettre en place au moins autant de régulation que d'ouverture du marché. On est dans un domaine extrêmement complexe techniquement, et en plus où les investissements sont extrêmement chers. Personne n'aura l'idée de construire à côté du réseau de M. Graff un autre réseau à très haute tension pour dire je vais quant à moi instaurer une offre alternative à celle de Swissgrid. Donc on est dans une situation de monopole naturel au sens économique du terme, donc il s'agit bel et bien de réguler pour la collectivité publique, pour l'État, en l'occurrence la Confédération, ce qui se passe au niveau du réseau, au moment même où on donne l'accès à un libre choix, relativement libre choix, du fournisseur d'énergie. Donc on est vraiment tout au début, même si c'est la deuxième phase, on est tout au début de cette deuxième phase, et les modalités de cette deuxième phase sont encore tout à fait incertaines. Madame de Quattro, vous voulez juste ajouter encore un mot? Non? Non, un peu plus. Il ne faut jamais proposer une minute à un politicien parce qu'il va la prendre. Je voulais juste inscrire cela dans la politique européenne. C'est vraiment une des exigences de l'Union européenne, cette ouverture du marché. Vous savez que l'accord électrique est bloqué actuellement. Il avance après une petite période de glaciation post-9 février. Il réavance au niveau technique. Donc il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées, notamment est-ce qu'on peut accepter le subventionnement à certaines conditions sans que cela fausse le marché? Qui est-ce qui contrôle? Ça, c'est en cours, mais au niveau politique, le discours en Europe, l'Union européenne à Bruxelles est extrêmement clair. Soit vous mettez en œuvre cette libre circulation, ou alors tous les accords sectoriels, y compris l'électricité, attendra. Et c'est là qu'il y a des enjeux majeurs. Donc je pense que ce geste aujourd'hui du Conseil fédéral est aussi un signal clair à Bruxelles. Nous allons de l'avant, ne nous laissez pas de côté, parce qu'on a parlé beaucoup smart grid, mais il y a les super grids. Ça, c'est ce qui pourrait contourner la Suisse en matière d'approvisionnement, et là, on serait mal. Merci. Il y aura encore beaucoup d'aspects à aborder, mais je crois qu'on arrive au terme de cette table ronde. Je vous remercie infiniment d'y avoir participé. Je crois qu'il s'est dit des choses intéressantes. Merci. Un grand merci à tout l'ensemble du panel ici qui a nourri cette discussion et à nos spectateurs. Je vous donne rendez-vous aussi à 8h15 pour la cérémonie finale de remise des prix. Et puis ceux qui avaient été invités et avaient répondu, il y a un apéro à partager avec nos